Et du coup, là, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, on va parler avec Thibaut un peu de l'école autrichienne. Donc aujourd'hui, on va commencer par un peu mettre ça dans le contexte. Donc historiquement, comment c'est arrivé et un peu quelles sont les bases finalement qui ont servi à construire cette école de pensée. Et si enfin, si ça intéresse d'autres gens et que finalement on se rend compte que ça sert à quelque chose, on essaiera de prolonger ça par d'autres spaces, soit un par semaine, soit un toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Et, euh, et le but, c'est d'essayer finalement de voir, pas forcément dans tous les détails, mais de voir la plupart des concepts de l'économie autrichienne et qui finalement sont assez essentiels dans la compréhension de Bitcoin, en tout cas dans son rôle économique, quoi. Parfait. Je trouve que c'est vrai que c'est une super idée que tu as eue de lancer ça, parce qu'il y a pas il y a pas trop de support, en tout cas francophone, autour de l'école autrichienne d'économie. Et déjà, même en anglais, bon, il y en a évidemment de plus en plus avec les podcasts que fait Saifeddin, même Breedlove, etc. Mais c'est vrai dans le monde francophone, il y en a peu encore. T'en connais d'autres d'ailleurs, soit Spaces ou des podcasts un peu plus réguliers? En français, non, franchement, non. Après, il y a des économistes français. euh, alors, on en parlera, je pense, à un moment dans les spaces. Historiquement, il y a des économistes français qui, en fait, sont quasiment précurseurs des Autrichiens, notamment Bastiat, par exemple. Et de manière un peu plus récente, il y a des gens comme Pascal Salin. Alors maintenant, il est un peu vieux, quoi, donc le type, il n'intervient plus trop. Il y a Fergan qui en parle un peu, il y a Yorick qui en parle bien, mais qui s'exprime pas forcément hyper souvent sur le sujet. Mais, euh, Ouais. mais non, en fait, il y a vraiment pas grand-chose. Et c'est dommage, hein, parce que moi, honnêtement, je trouve ça fascinant. À la base, pour ceux qui me connaissent pas forcément, moi, je suis plutôt arrivé dans Bitcoin par l'angle de l'économie. Et en fait, les Autrichiens, c'était mon oasis, quoi. Je me suis intéressé à toutes les écoles de pensée économique existantes quasiment avant. J'ai jamais trouvé ça vraiment cohérent et je restais toujours sur ma faim. Ça me paraissait, enfin, juste pas cohérent, quoi. Et effectivement, quand j'ai découvert les économistes autrichiens, je suis arrivé face à un système de pensée euh, bâti sur une méthodologie sensée, cohérente et avec finalement des énoncés et des résultats qui décrivent le monde réel, quoi. Un truc euh, qu'on pourrait. Ouais, pas des formules mathématiques farfelues, et ouais, des variables fixes, des calculs qui n'en finissent plus, des courbes insensées. C'est vrai que l'économie un peu plus mainstream aujourd'hui, qui est souvent sous l'angle keynésienne, elle est très, très, très compliquée, quoi. Et il faut des masters, voire des doctorats pour y comprendre quelque chose. Alors que c'est vrai que l'économie plus autrichienne, avec un cours de 2 heures, on peut facilement comprendre des concepts qui nous étaient un peu étrangers depuis des C'est années, ça, quoi. ouais. Bah, en fait, tu vois, si on était un peu pervers, et je le suis, on dirait même que cette surcomplexification du sujet, elle est quasiment volontaire pour quelque part éloigner les critiques et finalement faire croire que putain, ce que ces gens-là font, c'est d'une complexité effroyable, donc faut leur faire confiance, un peu comme si c'était des chercheurs en physique quantique ou je sais pas quoi, tu vois. Et Ouais, ce que je trouve génial, en tout cas avec l'économie autrichienne, c'est que si vous savez lire et raisonner, vous allez comprendre, vous allez pouvoir le penser, vous allez pouvoir l'appliquer. Et normalement, ça devrait être ça l'économie. C'est pas une science mathématique, c'est vraiment une science. Euh, a priori, Exactement. il me semble, hein, c'est Bah, ça qu'on c'est dit, vrai hein. que les Autrichiens ont une méthodologie complètement différente des autres écoles et je pense que c'est pour ça qu'ils ont les résultats qu'ils ont. Et on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est quand même un peu velu comme question, mais on essaiera d'en parler de cette méthodologie. Mais pour en dire deux mots, effectivement, c'est une méthodologie qu'on dit soit axiomatique, soit a prioriste. Donc c'est ce qui se rapprocherait de la méthodologie qu'on a par exemple en mathématiques ou en philosophie. Donc en fait, on va poser des axiomes. Donc par exemple en géométrie, vous avez tous, je pense, déjà entendu des axiomes du style ceux de la géométrie euclidienne, comme par deux points il ne passe qu'une seule droite, ou ce genre de choses-là. Et donc ça, c'est des propositions qu'on va tenir pour vraies, parce qu'en fait, elles sont tellement évidentes que ce serait absurde d'essayer de les démontrer. Et donc, finalement, on va prendre quelques propositions, le minimum possible, qu'on va pas chercher à démontrer, mais
qui sont tellement évidentes que normalement, elles peuvent pas être remises en question. Et uniquement avec ça et les règles de la logique, on va essayer de déduire des énoncés supérieurs qui vont avoir une portée un peu plus complexe. Et au même titre qu'en mathématiques, en partant des axiomes d'Euclide, on arrive par exemple au théorème de Thalès, au théorème de Pythagore et à d'autres choses encore plus compliquées. Et ben, en suivant les Autrichiens, et en partant de quelques axiomes fondamentaux de l'action humaine, on va arriver à des énoncés qui permettent pas forcément de tout prévoir et de tout expliquer, parce qu'à la fin de la journée, on parle quand même d'action humaine, donc il y a toujours des impondérables et des choses qui peuvent pas être expliquées et qui peuvent pas être enfin surtout qui peuvent pas être prévues. Mais par contre, on peut jeter une lumière importante sur les phénomènes économiques. Et à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut, quoi. Ouais, ouais, absolument. Et à ne pas confondre axiome et dogme, hein, parce que c'est peut-être là la grande nuance. Hein, c'est l'axiome, on ne le démonte pas forcément à la base parce qu'il est évident, mais où est-ce qu'on met la limite justement de l'axiome et du dogme qu'on va pousser un peu comme des keynésiens ou des sophistes pousseraient des hypothèses invalidées pour ensuite construire des théorèmes Mm. farfelus, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est une Euh, vraie question, mais effectivement, l'axiome, on va dire si tu trouves quelqu'un qui arrive à en douter sans que ce soit un fou complet, c'est qu'il est pas forcément recevable. Je pense qu'on verra dans les spaces qu'on va faire, les axiomes desquels partent les Autrichiens, ils sont juste évidents en fait. Enfin, si vous juste vous faites une petite introspection sur la manière dont vous fonctionnez en tant qu'être humain, ça va vous paraître difficilement déboulonnable. Bon, et alors, par rapport à cette école autrichienne que nous, bitcoiners, ou certains bitcoiners du moins, connaissent bien, euh, comment est-ce qu'elle se différencie, on va dire, de l'école économique un peu plus mainstream, qui est souvent keynésienne? Alors, d'ailleurs, on la qualifie peut-être pas souvent de keynésienne dans les cercles un peu plus mainstream, on dit juste l'économie. Donc, quelle est tu dirais, c'est la grande fracture entre donc l'école autrichienne d'économie et l'école plus publique qu'on apprend au lycée, qu'on va apprendre à l'université, dans laquelle on va se spécialiser en master, etc. C'est quoi si tu veux, l'élément clé qui fait qu'il y a une fracture entre ces deux écoles de pensée? Bah, essentiellement, en fait, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est la théorie de la valeur dont procèdent les Autrichiens, qui est différente des autres écoles de pensée, pas que les keynésiens d'ailleurs, et qui est vraiment, c'est un peu comme si on regarde par rapport à Bitcoin, hein, c'est un peu comme le layer one de toute théorie économique, c'est vraiment la théorie de la valeur. Et si vous partez d'une base fondamentalement différente, évidemment, vous n'allez pas du tout arriver au même endroit. Et moi, à mon sens, c'est ce qui les différencie vraiment du reste, enfin, à part effectivement la méthodologie dont on parlait avant. Si ça te va, ce que je propose qu'on fasse, c'est déjà de remettre les choses un peu dans le contexte historique de son développement, de sa naissance, de son développement, de son évolution, de voir très rapidement ce qu'il y avait un peu avant, et comme ça va éclaircir un petit peu ce que j'essaie de dire là. Allez, allons-y alors. Donc en gros, donc enfin, ce qu'on disait là, c'est finalement une théorie de la valeur. En gros, c'est quoi? Finalement, c'est se poser les questions, bah, comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une chose? Est-ce que la valeur, c'est quelque chose qui est inhérent aux choses, qui serait intrinsèque à leur nature, comme leur taille, leur poids, leur composition chimique, etc. Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de subjectif, c'est-à-dire finalement un regard que l'homme porte sur ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut comparer la valeur de deux choses, et également d'où est-ce qu'elle dérive cette valeur? Est-ce que finalement la valeur de quelque chose, ça provient du travail qui a servi à la fabriquer? Est-ce que ça provient de la quantité d'énergie qu'on a mis dedans? Est-ce que ça provient d'un autre facteur? Peu importe. Et en fait, c'est une question qui est absolument fondamentale pour l'économie, parce que si on n'arrive pas enfin, disons que si on postule des choses différentes, par exemple, si on postule que la valeur d'une chose provient de la quantité de travail qui sert à la fabriquer, ou qu'on postule que, bah, par exemple, toute la valeur, elle dérive de la terre, ou qu'on postule que, bah, finalement, la valeur, elle est juste subjective et c'est l'individu qui, dans son rapport aux choses, confère une valeur purement subjective aux choses,
on va pas du tout partir des mêmes bases de raisonnement. Et donc, tous ces exemples-là, je les prends pas complètement au hasard parce qu'en fait, c'est différentes théories de la valeur qui ont existé. Euh, En gros, au XVIe, XVIIe siècle, notamment avec une école de pensée qu'on appelait les physiocrates, qui était essentiellement inscrite en France, on avait cette idée que la valeur, elle venait essentiellement de la terre. C'est-à-dire que finalement, par l'action de Dieu, quand on mettait quelque chose en semence dans la terre, et ben, on obtenait de la nourriture, et que sans nourriture, aucune vie n'était possible, et que donc du coup, finalement, toute valeur pouvait être dérivée des propriétés de la terre, de son rapport. Alors, excusez-moi, plus de batterie dans mes écouteurs. Mais du coup, je disais que bon, les physiocrates, en fait, bon, pour eux, la valeur, elle vient de la terre. Après eux, et notamment avec Adam Smith, que je pense que vous connaissez tous au moins de nom, on arrive à une perception de la valeur qu'on appelle la théorie de la valeur travail. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bah, finalement, en fait, la valeur d'un bien ou d'un produit, ça dépend de la quantité de travail qui est requise pour sa fabrication. Et c'est une théorie qui, certes, est discutable, mais qui a permis d'établir pas mal d'évolutions économiques. Et en gros, elle reste enfin, elle est considérée à partir d'Adam Smith et jusqu'à Marx. Marx, c'est à peu près le dernier des économistes qu'on dit classiques. Donc, finalement, cette catégorie d'économistes qui se réfèrent à la valeur travail. Donc, les noms connus de ces mecs-là, c'est Smith, Ricardo, etc. Et après Marx, on arrive un peu à une sorte de butée. Il n'y a plus trop d'évolution. Et donc, lui, il nous sort une théorie de l'effondrement du capitalisme, en partant effectivement de cette théorie de la valeur travail. Et donc à ce moment-là, donc on est à peu près au milieu du 19e siècle, l'économie en tant que science est un peu dans une crise. Et en fait, aux environs des années 1870, il va y avoir une renaissance complète de la théorie économique à partir d'une autre théorie de la valeur. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a du coup à ce moment-là un abandon de la théorie de la valeur travail pour préférer ce qu'on appelle la théorie de la valeur marginale, que je vais expliquer dans 2 secondes, mais elle apparaît à 3 endroits différents et quasiment simultanément et avec des petites variations, des petites différences de l'une à l'autre. Donc en gros, on a un gars qui s'appelle William Stanley Jevons en Angleterre, un autre qui s'appelle Léon Walras à Lausanne. Alors je ne sais pas s'il est suisse ou français, je ne me rappelle jamais. Et le dernier qui nous intéresse plus, qui s'appelle Karl Menger, et qui lui est autrichien à Vienne. Et donc en fait, ces 3 économistes, ils disent chacun de leur côté que en réalité, la valeur, elle provient de la du prix que quelqu'un est prêt à payer pour une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service sur un marché. Donc, c'est pour ça qu'on l'a dit marginaliste, c'est-à-dire qu'elle se fixe à la marge. Donc, pour eux, en fait, l'idée, c'est que finalement, si on regarde juste la quantité de travail qui sert à fabriquer quelque chose, en fait, on ignore complètement l'aspect demande de l'économie. C'est-à-dire que si je passe énormément de temps, par exemple, à fabriquer quelque chose de complètement inutile, selon la théorie de la valeur travail, parce que j'ai passé beaucoup de temps à le fabriquer, ça devrait avoir une grande valeur. Et en même temps, on aurait envie de dire, ouais, mais si personne n'en veut de ton truc, est-ce que ça va vraiment être valorisé? Est-ce que ça a vraiment une valeur économique? Et donc, eux, ils reprennent les choses à la base et ils disent, en fait, non, ce qui compte à la fin de la journée, c'est quand même les fins humaines, c'est quand même ce que les gens désirent. Et donc, la valeur, elle est essentiellement issue de la demande, c'est-à-dire de la propension de quelqu'un à désirer une chose et éventuellement, du coup, à l'acquérir par un échange, c'est-à-dire par le sacrifice de quelque chose d'autre qu'il possède. Donc ça, c'est, encore une fois, pour vous situer, c'est à peu près vers 1870. Et donc, pour recentrer le discours sur Menger, en fait, Menger, il se différencie de Walras et Jevons de 2 manières. Déjà parce que lui, il considère assez furieusement que la valeur est subjective. C'est-à-dire que pour lui, en fait, les biens n'ont absolument pas de valeur intrinsèque. Pour lui, 1 litre d'eau, ça n'a pas de valeur, un diamant, ça n'a pas de valeur, rien n'a de valeur dans l'absolu.
c'est pas du tout une propriété des choses, comme par exemple leur couleur, leur forme ou leur poids seraient des propriétés objectives des choses. À l'inverse, Walras et Jevons, pour eux, les choses ont une valeur objective. Par contre, elle n'est pas forcément connue de tous. On n'a pas forcément une capacité à la connaître, elle doit se révéler. Et c'est par le marché, par l'action des échanges et la formation des prix, que les prix tendent à converger vers les valeurs. Pour Menger, il n'y a pas de différence entre finalement la valeur et les prix. C'est-à-dire que pour lui, encore une fois, la valeur, c'est uniquement un rapport subjectif que l'individu entretient avec la chose. Il dit très justement, la valeur n'existe pas en dehors de la conscience humaine. Et donc, pour lui, les prix ne sont pas là pour révéler une valeur qui préexisterait aux choses. La valeur, elle n'existe que dans la tête des gens, en fonction de leurs besoins, du contexte dans lequel ils sont inscrits. Et finalement, les prix, c'est juste un phénomène d'organisation qui va permettre de réaliser des échanges, qui va avoir certaines utilités pratiques. C'est une sorte de propriété sociale émergente, mais c'est pas quelque chose qui est là pour révéler la valeur des choses, parce que, encore une fois, les choses ne seraient pas dotées d'une valeur intrinsèque. C'est uniquement un rapport subjectif que l'individu entretient avec elle. Ouais, et alors là, du coup, on est dans quelle période historique là? On est à la fin Ouais, du fin du 19e 19e. toujours? Donc en fait, l'ouvrage fondateur de l'école autrichienne est l'ouvrage dans lequel Menger décrit tout ce que j'essaye d'expliquer là. C'est un ouvrage qui s'appelle Principes d'économie politique. Alors son titre original, c'est Grundsätze des Volkswirtschaftslehre. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et, Parfait. et donc ça, c'est publié en 1874. Et en gros, la manière dont on peut voir ça, pour essayer de vous illustrer un peu plus la chose, en fait, ça consiste à dire que, par exemple, si vous prenez un litre d'eau, vous, depuis votre appartement qui a un accès à l'eau potable, avec un supermarché en bas où vous pouvez acheter de l'eau minérale, etc., ce litre d'eau, il a une certaine valeur qui dépend de si vous avez soif, etc. Maintenant, si vous vous retrouvez dans le désert et que vous êtes plus ou moins entre la vie et la mort, vous allez probablement conférer une valeur à ce même litre d'eau. C'est exactement la même chose. Ça reste H2O, c'est la même formule chimique et c'est exactement la même quantité. Ça reste un litre. Par contre, ce litre d'eau, quand vous êtes dans le désert, vous allez probablement lui conférer une valeur énorme parce que pour vous, il va finalement représenter. Bah, c'est différence entre Exactement, la ouais. vie et la mort, quoi. C'est exactement ça, c'est la différence entre la vie et la mort. Donc peut-être que vous allez même accepter de payer 6,15 bitcoins pour ce litre d'eau, quoi. Alors que effectivement, quand vous êtes encore une fois dans votre appartement et que vous avez un robinet, bah, c'est quasiment un bien qu'on gaspille quasiment tous les jours, quoi. J'ai envie de dire. Et donc c'est ce petit exemple, hein, cette petite expérience de pensée. Déjà, ça vient un peu attester l'idée de Menger, qui est que finalement, n'importe quel produit, n'importe quel bien, n'importe quel service n'a pas de valeur en soi. Ça dépend de la personne et ça dépend du contexte. Et c'est quelque chose d'ailleurs, cette subjectivité, c'est quelque chose qu'on voit très bien par exemple avec Bitcoin ou avec plein d'autres choses. Pour certains, et notamment beaucoup de gens qui doivent être dans ce call, bah, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel et qu'on valorise presque plus que tout. Et pour d'autres personnes, bah, c'est un Ponzi, ça n'a aucune valeur, c'est un jeu stupide, c'est de la mort au rat ou je ne sais quoi encore. Et donc, en fait, on peut se rendre compte dans notre vie de tous les jours que la valeur, c'est essentiellement un phénomène subjectif. Et alors, par rapport à ça, justement, cette subjectivité de la valeur, les Autrichiens, ils nous enseignent évidemment l'importance du système des prix pour communiquer justement cette subjectivité de la valeur des choses entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour Ouais, rebondir là-dessus? bah, du coup, ouais, Menger, en fait, il part de cette idée, et puis après, il va raisonner à partir de ça et arriver à d'autres résultats. Et un de ces résultats-là, notamment, ça consiste à dire, en fait, il se pose la question de savoir pourquoi les gens échangent. Et en fait, ils se disent, bah, si les gens sont engagés dans un échange volontaire et qu'ils ont une valorisation subjective des biens qui sont mis dans l'échange, s'ils échangent, c'est probablement que
en faisant cet échange, ils en retirent une utilité subjective, c'est-à-dire qu'ils en retirent un bénéfice. Et tout simplement, c'est quasiment un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'il se dit, en fait, s'il y avait une équivalence de valeur entre les produits qui étaient échangés, ce que pensaient les économistes classiques à la base, qui étaient très influencés par la mathématique newtonienne, qui était la grande réalisation scientifique du XVIIIe siècle, et donc de cette époque, où effectivement tout est égal, toutes les équations s'équilibrent très bien. Menger, il dit, en fait, si les produits sont de valeur égale, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à échanger en premier lieu? Et donc, partant de cette idée-là, plus de l'idée que la valeur est subjective, en fait, il se dit, mais en fait, si les gens échangent, c'est parce que en entrant dans l'échange et en échangeant un produit pour un autre, ils améliorent leur utilité subjective. Et donc, ils en tirent un gain. Et déjà, ça, c'est quelque chose de vachement intéressant, parce que à partir de cette perspective-là, si on suit Menger, on comprend que chaque échange, il crée un bien social et il crée un bénéfice social. À chaque fois qu'on permet que des échanges aient lieu et que des individus rentrent dans un échange, ils le font, et qu'ils le font d'une manière volontaire, pardon, ils en retirent quelque chose, un bénéfice personnel. Et donc, déjà, même d'un point de vue politique, on pourrait se dire que finalement, les barrières qui sont mises à l'échange, elles viennent diminuer notre qualité de vie, elles viennent diminuer des gains potentiels qu'on ne va pas pouvoir recevoir parce qu'on va être empêché d'échanger avec d'autres, etc. Et à partir de cette idée-là, du coup, on peut même quasiment dériver et comprendre toute la dynamique de la division du travail. C'est-à-dire que finalement, parce qu'on va tous avoir des capacités différentes, des contextes différents, on ne va pas forcément avoir les mêmes ressources à notre disposition, etc. On va se retrouver à du coup s'occuper à une tâche ou à une autre, et finalement, on va être plus ou moins productif à une tâche qu'à une autre. Et donc, à cet égard-là, on peut avoir des avantages absolus. Par exemple, peut-être que vous êtes meilleur que n'importe qui au monde pour faire quelque chose, ou n'importe qui dans votre communauté, et vous pouvez aussi avoir un avantage relatif. Par exemple, moi, je suis un peu meilleur pour parler d'économie qu'en saut à la perche. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui parlent mieux d'économie que moi, s'il y en a plein. Par contre, je sais que je suis meilleur à ça qu'à d'autres choses. Et donc, je vais avoir plus d'avantages à m'occuper de ça plutôt que d'autres choses, tout simplement parce que si je m'occupe à cette tâche-là pour laquelle je suis relativement plus productif, je vais pouvoir générer un surplus que je vais pouvoir échanger avec d'autres de manière à obtenir ce dont j'ai besoin. Donc, un exemple que vous pouvez regarder pour comprendre ça, si vous imaginez par exemple un médecin, il va avoir besoin d'une assistante ou d'une secrétaire pour prendre ses rendez-vous, pour gérer son administratif, etc. Dans beaucoup de cas, peut-être qu'il le ferait mieux qu'elle, peut-être qu'il écrit mieux qu'elle, peut-être qu'il est plus diligent, peut-être il est plus rapide dans ces tâches-là. Par contre, en même temps, vu qu'en soignant des gens, il crée plus de valeur ajoutée, et que son temps est rare, si jamais il décide de faire lui-même sa comptabilité, de faire lui-même son administratif et de gérer lui-même ses mails, et finalement, c'est un temps qui va passer à faire ça et pas à soigner des gens. Et donc, du coup, le coût qui supporte finalement à s'occuper de cette chose-là plutôt qu'à soigner des gens, il existe, il est assez palpable. Et donc, même s'il est meilleur que sa secrétaire, il va avoir intérêt à déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre, en l'occurrence sa secrétaire, c'est-à-dire à s'engager dans une division du travail. Et en fait, cette perspective-là, ce qu'elle nous apporte, c'est qu'elle dit plusieurs choses. C'est-à-dire, déjà, d'une part, elle dit qu'on a intérêt à recourir à la division du travail, parce que c'est comme ça qu'on permet que les gens les plus productifs se trouvent au meilleur endroit et du coup produisent le plus possible et ensuite entrent dans des échanges, ce qui confère un bénéfice à tout le monde, pour les raisons que j'ai citées avant. Et ensuite, il y a un autre avantage à ça également, qui est que parce que finalement, on n'a peut-être pas un avantage absolu, peut-être qu'aucune des personnes qui est dans ce space aujourd'hui n'est le meilleur du monde pour quelque chose, mais qu'on a tous un avantage relatif, c'est-à-dire qu'on fait tous certaines choses mieux que d'autres, on a quand même intérêt à se spécialiser aux tâches pour lesquelles on est le meilleur, parce que comme ça, on maximise notre productivité. Et de toute manière, ce qu'on n'est pas capable de produire nous-mêmes et que d'autres personnes font peut-être un peu moins bien que nous, mais qui vont faire quand même, on va pouvoir l'obtenir en échangeant avec eux.
Et du coup, il y a un petit corrélat à ça qui est que, en fait, normalement, tout le monde peut avoir une place dans une économie. Même si vous n'êtes pas le meilleur au monde dans ce que vous faites, du fait de cette idée des avantages relatifs et des avantages absolus, et notamment de cette idée des avantages relatifs, même s'il y a des gens qui sont meilleurs que vous pour faire quelque chose, ils sont aussi probablement meilleurs pour faire autre chose que la tâche à laquelle vous vous occupez. Et donc, en fait, vous allez rendre service à la communauté et on va tous bénéficier du fait que vous vous occupiez à cette tâche. Et donc, ça revient à dire finalement que dans une économie de libre marché, tout le monde va trouver une occupation qui est productive. Et alors derrière ça, parce que l'intérêt ultime de l'individu dans l'agissement et dans tous ces échanges, c'est finalement de pouvoir subvenir à ses propres besoins. Tu sais, quand tu parles de permettre à la communauté d'avoir quelque chose, d'avoir un bénéfice en fait dans tous ces échanges volontaires, ultimement, cette communauté, c'est quoi? Elle est faite d'individus qui, eux, ont des intérêts auxquels ils répondent de manière individualisée, quoi. Euh, et là-dedans, dans cet échange, l'outil principal que l'école autrichienne défend, évidemment, est l'outil de la monnaie, qui doit être un bien relativement neutre et non manipulé. Au regard de ça, tu penses que c'est le bon moment pour introduire un peu ce mécanisme de coordination d'échange volontaire entre les humains? Ouais, effectivement, je suis parti un peu loin tout à l'heure, mais d'une part, Fascinante, n'empêche. C'était très intéressant. Ouais. mais tu as totalement raison. C'est-à-dire que je parle de communauté, etc. depuis tout à l'heure, mais à la fin de la journée, il n'existe que des individus. On se pense parfois en termes de communauté, etc. Mais la seule unité d'action et la seule unité de valorisation, c'est l'individu. C'est vraiment cette idée qu'il y a derrière la valorisation subjective. Et effectivement, parce qu'on valorise certaines choses, on désire certaines fins. On est des êtres désirants et donc on va chercher à sécuriser certaines choses pour répondre à certains besoins. Et on n'a pas forcément les mêmes et du coup, on n'a pas forcément dans le même contexte et on ne valorise pas les choses de la même manière. Et donc, finalement, le tableau que j'essaye de peindre depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pour y arriver le mieux possible, d'un point de vue complètement individuel, en servant notre intérêt propre, même sans penser à essayer d'être bienveillant ou bénévole ou d'aider les autres, vraiment d'un point de vue individualiste, nous, on va chercher à vouloir échanger avec les autres. Et donc ça, c'est une idée aussi très puissante, c'est-à-dire que la division du travail est le fondement de la civilisation, parce que c'est la même chose quasiment, ça se trouve dans notre intérêt personnel. Si on s'établit en grand regroupement, qu'on se spécialise dans certaines tâches et qu'on rentre dans l'échange, c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire plaisir aux autres. C'est finalement, on y trouve notre intérêt propre. Et du coup, quand on fait ça, effectivement, à chaque fois, on fait des arbitrages. C'est-à-dire que on va échanger certaines des choses que l'on produit en échange de certaines choses que d'autres produisent. Et de ce fait-là, on va se retrouver dans une situation où on forme des prix de marché. C'est-à-dire qu'on renonce à quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre et toujours dans des quantités précises. Je vous rappelle, encore une fois, la valeur elle est marginale. Donc, ce que je valorise, ce n'est pas toute l'eau du monde, c'est 1 litre d'eau. Et ensuite, je vais valoriser peut-être le litre d'eau suivant et peut-être le litre d'eau qui arrive après. Mais je valorise jamais toute l'eau du monde et par exemple, je valorise jamais tous les diamants du monde. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on met en rapport ces quantités que l'on cherche à obtenir et ce que l'on est prêt à céder en échange de manière mutuelle, avec un accord mutuel, en fait, ce qu'on établit là, c'est une forme d'équivalence. Et en faisant ça, finalement, on forme des prix de marché. Et effectivement, un des outils sociaux fondamentaux qui va nous permettre d'exprimer ces équivalences, et donc du coup, par là même, d'exprimer également les coûts d'opportunité, c'est-à-dire ce à quoi on est prêt à renoncer pour obtenir quelque chose de bien précis, c'est la monnaie. Et c'est quasiment, on pourrait dire, son rôle fondateur. Et c'est aussi pour ça qu'elle a un rôle aussi central dans le développement des civilisations et dans le fait de créer des civilisations pacifiques. C'est que finalement, sans cet outil-là, on ne peut pas arriver à cet état de la division du travail, on ne peut pas arriver
à mettre en commun nos ressources, on ne peut pas individuellement profiter de ce que les autres arrivent à produire, donc de l'exercice de leur liberté. Et c'est là déjà qu'on voit que sans une monnaie qui fonctionne correctement, on est en train de quasiment saper les fondements de la fonction première du développement de notre civilisation, qui est la division du travail. Donc en fait, sans monnaie, on est réduit à une civilisation un peu vachement plus sauvage qui ne peut échanger de manière volontaire et pacifique entre elles, quoi. La monnaie est vraiment l'outil neutre qui permet justement ces échanges à bénéfice mutuel, quoi. C'est ça. Elle permet d'étendre le scope de la division du travail et surtout, déjà sans monnaie, comme tu dis, finalement, on se retrouve dans une situation qui n'est pas géniale, mais ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'avec une monnaie corrompue ou une monnaie qui est altérée d'une manière ou d'une autre, et je pense qu'on en parlera un peu plus précisément et plus abondamment dans les autres spaces, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps et que ça devienne un monologue, mais dès lors que la monnaie est corrompue, cette équivalence dans l'échange, qui encore une fois est volontaire et qui exprime finalement la résultante de nos désirs subjectifs, ce à quoi on est prêt à renoncer et ce que l'on cherche à obtenir. Et ben, finalement, c'est quelque chose qui permet la formation d'une signalétique qu'on appelle les prix et qui va pouvoir permettre de guider les actions de chacun de la manière la plus efficiente possible et dans un contexte décentralisé. C'est-à-dire en l'absence d'un petit père des peuples qui derrière va dire toi tu vas fabriquer des chaussures, toi tu vas faire du code, toi tu vas cueillir des fruits ou je ne sais quoi. Ce qui n'est pas forcément ce pourquoi on est le meilleur, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, c'est pas comme ça qu'on va forcément être motivé, etc. etc. Donc finalement, la division du travail produit la civilisation. La division du travail, pour être étendue, a besoin de la monnaie. Et même plus encore, la division du travail, pour être efficiente, a besoin de prix pour distribuer de l'information qui va nous permettre de nous organiser dans un contexte décentralisé. Et c'est pour ça, en rapide, on va dire, que c'est une institution sociale fondamentale et peut-être même la plus importante avec la loi et la religion. Et peut-être même la plus corrompue du coup aujourd'hui. Puisque si on met en opposition un peu tout ce que tu viens de dire avec l'état des choses aujourd'hui, on voit bien évidemment que la monnaie, elle est défaillante autant dans sa fonction d'instrument d'intermédiaire d'échange que dans sa fonction de réserve de valeur, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'école autrichienne, elle défend autant le, la découverte de la monnaie comme étant une activité libre du marché et non un choix imposé par une institution centrale comme le gouvernement, qui d'ailleurs aujourd'hui, donc, comme on le sait tous, est imposé dans diverses juridictions dans le monde entier à des citoyens qui résident sur ces territoires et qui se voient donc imposer l'utilisation de la monnaie pour échanger, préserver la valeur et mesurer les choses autour d'elle, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez fascinant de voir à quel point la monnaie elle est omniprésente aujourd'hui, hein. On dit souvent c'est 50% de tous les échanges dans le monde entier. Et pourtant, c'est peut-être la chose la plus défaillante aujourd'hui et du coup qui a un effet, un, un effet de second degré, troisième degré, d'ordre à je ne sais quel niveau sur tous les échanges de la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va dire que souvent Bitcoin fixes this, Bitcoin fixes everything, parce que du coup, on va venir corriger cette défaillance de la monnaie et réintroduire une découverte libre d'un outil qui nous permet de coordonner un petit peu tous nos échanges librement, quoi. Donc, par rapport à ça, Théo, je pense que ce serait intéressant aussi de couvrir justement les sujets de l'action, l'étude de l'action humaine, c'est la praxéologie et le fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas parce que les gens qui contrôlent l'institution de la monnaie, ces gens-là ne sont pas forcément, on va dire, mal intentionnés. Il y a différents intérêts qui sont mal alignés. On en parle souvent aujourd'hui dans d'ailleurs diverses institutions. Je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus.
Ouais, alors donc la praxéologie, hein, parce que ça fait un peu peur comme mot, c'est comme ça qu'on appelle la méthodologie qu'utilisent les Autrichiens. Je vais peut-être pas la développer là maintenant parce que c'est vraiment assez long, c'est un vrai sujet en soi, enfin, c'est quasiment de la philosophie. Bon, on fera un Euh, Spaces une autre fois, là. On voilà. arrête là. Par contre, ce que tu viens de dire, effectivement, déjà permet de rebondir sur quelque chose qui est assez intéressant, notamment si on compare par rapport aux autres théories économiques et la raison pour laquelle finalement les Autrichiens s'intéressent à la monnaie et au fait qu'elle ne soit pas corrompue, là où les autres économistes ont l'impression que c'est une sorte d'instrument politique qu'on va systématiquement mettre au service du bien social ou de l'intérêt général et qui reste encore à définir, bien entendu. Euh, eh bien, c'est aussi, je vais revenir un petit peu en arrière sur ce que dit Menger donc dans ses fameux principes d'économie politique. Un autre truc qu'il dit sur la valeur, c'est que c'est un phénomène ordinal et pas cardinal. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai sauté, mais qui est vachement important. Ce qui veut dire par là, c'est que en fait, quand on essaye d'examiner la manière dont on valorise les choses, tout ce qu'on est capable de faire, c'est de faire des comparaisons du style je désire ça plus que ça, ou je désire 2 bananes plus que 3 pommes, ou je désire cette voiture-là plus que X Bitcoin, par exemple. Et en fait, on est capable que de faire de l'ordonnancement de nos désirs, c'est-à-dire finalement de les classer du plus intense au moins intense, et toujours par rapport à des quantités bien précises et à un moment bien précis, dans un contexte bien précis. Et ça, c'est vachement important parce que ça veut dire que du coup, on en revient à cette même idée, hein, qu'on ne peut pas rendre objectif la valeur. Et en fait, toutes les écoles d'économie, elles considèrent le contraire. C'est-à-dire que si vous avez déjà suivi un cours d'économie à l'université, par exemple, on a dû vous introduire, normalement dans les premiers cours, une notion que les économistes appellent les utiles. Donc, c'est une unité complètement abstraite qu'ils ont inventée. Donc, quand je dis les économistes, c'est les économistes mainstream, donc les keynésiens et tous les autres. Et en fait, pour eux, la valeur est un phénomène cardinal, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut quantifier avec un nombre précis. Donc, par exemple, si je vous demande combien vous désirez une banane, et ben pour eux, vous pouvez rapporter ça à une unité abstraite qu'ils appellent par convention des utiles et dire bah, pour moi, cette banane, elle vaut 2,4 utiles. Par contre, cette pomme, elle vaut 2,8 utiles. Et cette voiture, elle vaut par exemple 1200 utiles. Et déjà, ça sonne faux. C'est-à-dire que si vous observez la manière dont vous fonctionnez, dont fonctionnent vos réflexes cognitifs, vous faites jamais ça. En réalité, vous trouvez une fille plus belle qu'une autre, vous trouvez un plat qui vous fait plus envie qu'un autre, etc. Mais c'est toujours des comparaisons relatives. Et le fait que les économistes mainstream insistent sur cette idée de valeur cardinale, c'est pour plusieurs raisons. Et une qui est importante et qui revient à certaines des choses qu'on a dit, c'est pour pouvoir faire leurs fameuses mathématiques saugrenues qui vont leur permettre de mettre toute l'économie en équation et notamment ensuite de venir donner des conseils essentiellement au pouvoir politique sur la manière dont il doit allouer les ressources, sur la manière dont il doit donner des prébendes, où est-ce qu'il doit imprimer de la monnaie, est-ce qu'il ne doit pas en imprimer, etc., etc. Et donc déjà, cette ignorance du fait que finalement la valorisation est un phénomène subjectif et ordinal va souvent les mener à considérer que finalement, l'économie est très proche de la physique et que c'est une sorte de système qu'on pourrait rendre numériquement par les mathématiques comme une sorte de système à plusieurs équations, et que la monnaie, là-dedans, elle va juste jouer un rôle pour équilibrer certains déséquilibres ou pour réaliser certains objectifs sociaux. Et je pense que une des raisons, c'est pas la seule, hein, mais une des raisons pour lesquelles ils ont une sorte de volonté d'instrumentalisation de la monnaie et qu'ils n'ont pas du tout le même regard que les Autrichiens sur l'institution monétaire, c'est en grande partie parce que, du fait de leur théorie de la valeur, pour eux, finalement, la monnaie, enfin, c'est pas si grave que ça si elle est corrompue, parce qu'elle peut servir comment dire, de variable d'ajustement dans le système.
Là où, pour les Autrichiens, de toute manière, les valeurs, encore une fois, c'est les individus qui les élient, c'est lui qui les détermine. Et donc, tout ce qui compte, c'est de former des prix qui vont donner le signal le plus correct possible, le moins corrompu possible, de manière à permettre cette allocation décentralisée dont on parlait tout à l'heure. Et donc déjà, on peut voir que ce regard sur la monnaie est complètement différent dans une école ou dans l'autre, du simple fait de la théorie de la valeur qu'on épouse au départ. Bon, et alors, on peut émettre un jugement de valeur là-dessus. Il faut laisser la monnaie tranquille et la laisser au libre marché, quoi. Bah, clairement, c'est-à-dire que, à part si vous pensez que vous valorisez les choses de cette manière-là, c'est-à-dire cette façon cardinale en rapportant tout à cette espèce d'étalon abstrait que je pense personne n'a jamais utilisé dans sa vie, à part si vous croyez à ce genre de fantasme, normalement, encore une fois, vous arrivez à la conclusion très logique que finalement, ce qui est plus important, c'est que vos choix personnels, ce que vous exprimez du fait de l'exercice de vos libertés, se soit représenté le plus fidèlement possible pour permettre les phénomènes de division du travail dont on a parlé dont on a parlé avant, pardon, notamment parce que vous avez aussi la garantie de cette manière-là que chaque individu, en usant de sa liberté, va améliorer votre vie. Et ça, c'est aussi un point qui est vachement important. C'est-à-dire que dans les débats politiques aujourd'hui, on place souvent le désir de liberté comme un désir purement égoïste et qui serait uniquement centré par rapport à la capacité de l'individu à faire tout ce qu'il veut. Mais en réalité, si on comprend un peu ces choses-là, on devrait désirer la liberté surtout pour que les autres puissent l'exercer, parce que c'est comme ça qu'on va en bénéficier le plus. Finalement, c'est important que j'ai une liberté de pensée, d'action, etc., etc. Mais je dois aussi désirer que dans le cadre de relations pacifiques, les autres puissent exercer leur liberté parce que comme ça, j'ai la garantie que parce qu'ils vont pouvoir user de leur talent de la meilleure manière possible, parce qu'ils vont pouvoir quelque part maximiser l'étendue de ce qu'ils peuvent faire, et ben moi, je vais en bénéficier sous forme de meilleurs produits, moins chers, de vivre dans une civilisation qui avance, etc. etc. Donc finalement, voilà, en défendant ma propriété et mon individualité, c'est un bénéfice pour la communauté. Et à l'inverse, on va dire les guerriers de la justice sociale qui prêchent la défense de la communauté vont heurter les libertés individuelles et finalement sont assez anti-humaines, anti-humanistes dans leurs actions, quoi. C'est à peu près ça le résumé, quoi, de ce que tu viens de dire. Ouais, exactement. Bah, il y Euh, a cette espèce de prétention dans les mouvements dirigistes de savoir mieux que toi ce que sont tes talents, ce que sont tes capacités, ce que sont les ressources disponibles, ce que les autres désirent, et ça tout le temps et à tout endroit sur Terre, ce qui est quand même un niveau d'hubris absolument démentiel. ouais, ouais, assez hautain et arrogant aussi, quoi. Mm. Clairement. D'ailleurs, je pense, si ça vous dit, on peut peut-être prendre des questions s'il y en a qui veulent ajouter des choses ou même faire des remarques ou poser des questions sur ce qu'on vient de dire ou sur des sujets connexes qui vous paraissent pertinents. Enfin, ce que Oui, je veux j'allais dire, dire d'ailleurs des commentaires sur le format. Là, on a fait plusieurs longs monologues de Théo qui sont exceptionnels, hein, d'ailleurs, sur plusieurs sujets de l'école autrichienne. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi différents moyens d'échange qu'on pourrait mettre en place pour peut-être rendre ça un peu plus participatif ou partager un agenda à l'avance. J'en sais rien. J'envoie des idées là complètement aléatoires. Tiens, je vois que David est speaker d'ailleurs. ouais. Mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Thibaut, ouais, là, pour ceux qui sont peut-être arrivés après, c'est un test total, hein. On fait un essai et c'est vraiment C'est pour. une impro, ouais. Ouais, c'est une impro totale. Donc, si vous avez aussi des commentaires sur le format ou autre, n'hésitez pas. Genre, on est vraiment preneur. Bonjour, messieurs. D'ailleurs, d'abord, merci. C'était super intéressant. J'adore le format. Je vais assister au prochain, c'est sûr. Donc, le commentaire que je voulais ajouter, je l'ai mis là, dans les messages Twitter dont
beaucoup de gens ici participent, c'est les cours. Tout ça, ce que Théo a expliqué, c'est très bien expliqué dans les cours de Safieddine Amos, qui est disponible sur sailor.org. C'est Principles of Austrian Economic. C'est gratuit, c'est en anglais, par contre, pour ceux qui lisent l'anglais. Donc, moi, je l'ai pas terminé, mais je suis bien avancé dans le cours. Puis, tout ce que Théo là, racontait, ça me parlait, puis c'est couvert dans ce cours-là. Donc, un excellent résumé, Théo. Ça m'aura fait revoir cette matière qui est très intéressante. Et moi, ce qui me parle le plus là-dedans, c'est le prix des choses at the margin, à la marge. Donc, la mesure de la prochaine unité. C'est tellement simple et clair. Pour moi, c'est d'une évidence. On parlait d'action. C'est tellement d'une évidence. Ça m'étonne que les autres cours d'économie que je suis, qui sont de l'économie plus standard, ça couvre absolument pas ce concept-là. Puis, ils s'embourbent dans des choses compliquées pour mesurer. À mon sens, ça fait aucun sens. Et après ça, on lit simplement dans l'économie autrichienne, puis ça fait énormément de sens. Du premier coup, on comprend. Donc, ce que tu as dit au début, que c'était une science qu'on pouvait aborder juste d'une manière logique, n'importe qui sait lire peut la comprendre, ben, je le confirme, mes recherches là-dedans m'ont paru très simples, tandis que quand je fais des recherches dans les autres pans de l'économie qui ne sont pas de l'économie autrichienne, ben, c'est extrêmement compliqué, puis ça s'embourbe assez rapidement dans des concepts très, très étranges. Donc voilà, c'était mon commentaire. Ouais, merci David. Je peux que seconder ce qu'il vient de dire, hein. Moi, l'essentiel de ce que je sais, je l'ai appris grâce à Saïf. Si vous arrivez à lire l'anglais et à l'écouter, je ne peux que vous recommander de vous inscrire à son académie et de lire ses livres. C'est franchement le ratio valeur-prix de ce qu'il fait est absolument exceptionnel et il en parle bien mieux que moi et franchement il synthétise vachement bien les choses. Après, juste un autre tout petit point par rapport à ce que vient de dire David aussi. Dans les autres écoles économiques, donc les néoclassiques, les keynésiens, etc., il y a aussi cette idée de valorisation à la marge. Par contre, la vraie différence, elle se situe finalement dans cette idée de valorisation cardinale et dans le fait que les choses auraient une valeur objective. La vraie différence des Autrichiens, et je pense que tu l'avais bien compris, hein, David, mais j'essaye de le clarifier pour être certain qu'il n'y ait pas de quiproquo, c'est vraiment sur l'idée que la valeur est un phénomène subjectif qui n'existe que dans la conscience de l'individu et que c'est un phénomène ordinal, c'est-à-dire qu'on est seulement capable de faire des comparaisons relatives, que finalement, on ne peut pas attribuer une espèce de valeur numérique abstraite à la valeur de quelque chose. Oui, tout à fait, parce que dans le fond, ce qui ne fonctionne pas avec les autres façons de mesurer ça, c'est qu'on n'est pas capable après d'expliquer pourquoi, genre, un verre d'eau vaudrait plus cher dans le désert qu'un diamant, tu sais, avec l'approche ordinale de l'économie autrichienne, mais c'est simple, on comprend que c'est par rapport au contexte, puis on sait que quand on va mourir de soif, on va être prêt à payer cher pour un verre d'eau. Si on vous donne 25 verres d'eau, bien évidemment, le 25e verre d'eau n'aura pas le même prix que le premier. Mais après ça, s'il y a une valeur comme intrinsèque aux choses, mesurée par les autres écoles d'économie, bien, donc le diamant, il devrait valoir plus cher dans toute occasion, comme il y a une valeur intrinsèque. Et c'est ça qui fait comme pas de sens, on dirait, dans ces systèmes de pensée-là. Tandis que je trouve que c'est extrêmement bien expliqué avec la valeur à la marge ordinale. Moi, je trouve que ça fait extrêmement de sens, puisque on peut se poser la même question dans toutes sortes de contextes. Ça fait toujours du sens, tandis que les autres, j'ai l'impression que ça fait pas toujours de sens, puisque évidemment, dans les autres mesures, un diamant va toujours valoir plus cher, entre guillemets, là, selon leur mesure, qu'un verre d'eau, à cause de sa valeur intrinsèque. Voilà. Ouais, totalement. D'ailleurs, il y a un autre même concept dont j'ai oublié de parler ici, hein, et que tu viens d'expliquer dans ce que tu viens de dire. C'est aussi cette idée de décroissance de l'utilité. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde cette question d'utilité à la marge et quand on observe un peu comment fonctionne notre désir, il y a une forme de saturation. C'est-à-dire que si par exemple vous me proposez une banane, la première banane, je vais la valoriser plus que la deuxième. Et je vais probablement valoriser la deuxième plus que la troisième. Et je vais valoriser la troisième plus que la quatrième. Et pour quasiment tous les biens,
en fait, ça fonctionne comme ça. Et donc, ce que disent la manière dont on exprime ça en économie, c'est que l'utilité, encore une fois subjective, est décroissante. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient motiver et justifier la division du travail, et notamment la spécialisation. Parce que si vous vous spécialisez à une tâche et que, par exemple, vous vous spécialisez dans la production de bananes, disons, vous allez probablement, chaque jour, ça ne vous dérangera pas de manger une banane, etc. Mais le problème, c'est que si vous vous nourrissez que de bananes, etc., au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir les voir en pâture et en peinture. Et le problème, c'est que... pardon. Et donc, du coup, ça fait que pour vous, le stock supplémentaire de bananes que vous avez, et finalement, vous le valorisez très, très peu. Parce qu'à partir du moment où vous avez pu en manger une ou deux pour vous-même, je sais pas, les 200 restantes que vous avez produites en une journée, à vos yeux, elles ont presque aucune valeur. Par contre, peut-être que l'eau qui a été puisée par quelqu'un au puits un peu plus loin, ou les mûres qui ont été cueillies, ou les pommes qui ont été cueillies par un autre, parce que vous ne les avez pas sous la main, elles ont une certaine valeur pour vous, en tout cas une pomme ou deux pommes ou trois pommes. Et symétriquement, pour le gars qui produit des pommes, lui, il n'a pas de bananes. Et donc, du coup, finalement, les bananes que vous avez, pour lui, elles ont une valeur subjective qui est plus intense, plus importante que pour vous. Et donc, en fait, vous avez totalement intérêt, du fait de cette décroissance de l'utilité, à rentrer dans l'échange. Parce que de votre point de vue individuel à chacun, vous possédez quelque chose que vous valorisez peu, ou en tout cas les quantités supplémentaires que vous en avez, une fois votre désir saturé, ont une très faible valeur pour vous. Par contre, ce que vous n'avez pas et que l'autre a en surplus a une grande valeur pour vous. Donc vous avez cette espèce d'asymétrie de valeur subjective qui justifie et qui motive la spécialisation et les échanges, plutôt que le fait qu'on soit des individus qui vivent en autarcie et qui produisent tout ce dont on a besoin par nous-mêmes. Et Théo, j'irais jusqu'à dire que je pense que tu l'expliques mieux que Saïf. Bravo, c'est extrêmement clair. Bravo. Heureusement qu'il ne parle pas français. Laurent, j'ai vu que tu avais demandé la parole. Si jamais tu veux intervenir, n'hésite pas. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Merci à vous deux, c'est vraiment top. En fait, moi, je me pose une question un peu fondamentale qui est que moi, je trouve tout ça logique et à chaque fois que je lis des choses sur l'école autrichienne, je pense que c'est la bonne façon d'aborder l'économie. Et pour autant, c'est un mouvement extrêmement minoritaire dans le monde, quoi. Donc c'est un peu dommage et je me demande comment ça se fait, quoi. Est-ce que c'est parce que les autres écoles d'économie permettent à des gouvernements de prendre des décisions alors que l'école autrichienne leur recommanderait plutôt euh, de ne pas agir en fait pour le bien de l'économie et que du coup ils sont frustrés, donc du coup ils veulent pas écouter l'école autrichienne et ne voulant pas écouter l'école autrichienne, ils prennent des décisions qui font que ben, tous les acteurs de l'économie en fait, de fait, sont obligés de baigner dans ce paradigme-là? Ou est-ce qu'il y a une autre raison que j'ai pas vue? Et en fait, d'après vous, on peut faire en sorte, au-delà de éduquer, comme Théo le fait si bien, comment on peut scaler cette connaissance de l'école autrichienne et surtout l'adoption de cette façon de penser l'économie? Ouais, alors déjà, la raison que tu cites, elle est assez juste. En fait, il y a une deuxième raison qui est assez historique. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'en fait, avant la Première Guerre mondiale et même durant l'entre-deux-guerres, l'économie et de manière générale, les universités recevaient pas tant de financement public que ça. C'était beaucoup de financement privé et beaucoup de mécénat. Donc, il y avait déjà beaucoup moins d'influence à l'époque sur les cursus, ce qui était enseigné, et notamment la connotation politique des discours qui étaient donnés. L'autre chose, c'est que, et à cette époque, l'économie autrichienne était vraiment une école d'économie, une école de pensée très respectée, très connue, et en plein boom, j'ai envie de dire, hein, notamment, et pas d'ailleurs pas que l'économie, même la société viennoise du début du XXe siècle a accueilli nombre de talents dans plein de domaines divers et variés, Stefan Zweig, Freud, les économistes autrichiens. Enfin, c'était vraiment un haut lieu de la culture et qui avait une influence et un rayonnement mondial. Le problème, ça a été, enfin, historiquement, il y a aussi le problème
de la Seconde Guerre mondiale, parce que l'essentiel des économistes autrichiens étaient antisocialistes, donc pas tellement copains avec les nazis, et pour la plupart étaient juifs. Donc en fait, ils se sont quasiment tous éparpillés aux quatre vents, réfugiés pour certains en Angleterre comme Hayek, pour d'autres en Suisse et ensuite aux États-Unis comme Mises. Et donc en fait, ce socle de pensée qui était ancré territorialement dans l'Autriche du début du XXe siècle, dans les académies viennoises, etc., c'est un peu morcelé et a un peu nagé à contre-courant de l'histoire parce que on est arrivé dans une époque où le dirigisme socialiste de différentes obédiences, que ce soit bolchevique en URSS, que ce soit national-socialiste en Allemagne, ou que ce soit finalement orienté par l'idée de l'État-providence dans certaines des démocraties occidentales, n'avait plus trop le vent en poupe. Et également, après la crise des années 30, et là, ça rejoint ce que tu disais, les responsables politiques, finalement, qui recevaient les doléances de la population de faire quelque chose pour réparer la situation du fait des niveaux de chômage ahurissants, de la baisse vertigineuse des stock markets, etc., se sont tournés plutôt vers des programmes de relance que vers les préceptes des Autrichiens. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon ça ferait une réponse trop longue, mais il faut aussi voir que la crise elle-même avait été déclenchée par des interventions de politique monétaire, etc., qui avaient été causées des années avant. Et d'ailleurs, Mises et Hayek, à la fin des années 20, avaient prévu la crise de 29. Alors, pas forcément le timing exact, mais ils avaient prévu que ça allait arriver et incessamment sous peu. Et donc, en fait, la renaissance en fait, l'école autrichienne a quasiment complètement disparu avec la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, elle s'est réinstallée aux États-Unis avec le départ de Mises en Amérique. Et il faut bien voir que Mises, quand il est arrivé en Amérique, il n'arrivait même pas à trouver un poste d'enseignant dans une bonne université. Donc, il a fait ça un peu dans le secteur privé en étant aidé par différents personnages de l'économie privée pour qu'ils puissent donner des cours, écrire, continuer à enseigner. Et petit à petit, l'école s'est reformée, a trouvé un relais avec une nouvelle génération, avec des gens comme Murray Rothbard, Israel Kirzner, etc. Et aujourd'hui, elle commence quand même à se reconstruire, mais plutôt aux États-Unis, avec par exemple le Mises Institute et également à travers Bitcoin. On a parlé de Saifedean qui finalement a fait le pont entre les deux, mais il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui s'intéressent à l'économie autrichienne, je pense, par le biais de Bitcoin. Et donc, effectivement, cette marginalisation de l'économie autrichienne, elle provient du fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, même dans les pays qui se voulaient de culture plutôt libérale au sens classique du terme, comme l'Angleterre ou les États-Unis, on a opté pour des programmes très dirigistes de redistribution sociale et des États-providence forts. Et donc, à ce moment-là, il y a également eu le financement massif des universités pour permettre, par exemple, au GI d'avoir des diplômes gratuits, etc. Et donc, il y a une sorte de mariage entre l'enseignement et l'État qui a aussi poussé certaines thèses hors de l'université. Et donc, je pense que la difficulté qu'a l'économie autrichienne, c'est qu'elle est persona non grata dans les universités qui reçoivent des financements publics et de manière générale dans tous les instituts d'enseignement qui reçoivent des financements publics. Et donc, elle est un peu obligée d'exister à la marge grâce à des capitaux privés, comme à travers des initiatives comme celle de Saifedean, comme le Mises Institute, malgré, comme tu l'as bien expliqué, le fait qu'elle a quand même des discours qui ont l'air un poil plus cohérents que ceux qui sont servis depuis 70 ans et qui ont quasiment tous mené, dans quasiment tous les cas, à des catastrophes publiques. Ouais, mais donc en gros, on est quand même. En fait, le juge de paix, quand même, pour savoir si ça va prendre, c'est au moment d'une crise, est-ce que la population se tourne vers l'État ou enfin en gros des dirigeants en se disant il faut qu'ils agissent,
Ou est-ce qu'ils ont un réflexe un peu plus adulte, quoi? C'est ça Bah, le test final, quoi. c'est ça, et en même temps, il faut voir que c'est hyper difficile, parce que la préconisation des Autrichiens dans le cas d'une crise, c'est de laisser le réajustement des prix, ce qui se traduit par une déflation, par du chômage qui, a priori, si on laisse les choses se faire, sera temporaire, mais qui va quand même exister pendant un certain moment. Et en fait, moi, mon opinion, enfin la manière dont on peut le voir, c'est qu'en fait, l'économie autrichienne est incompatible avec la démocratie. Ouais, ou alors il faudrait qu'on ait 100% de gens bien burnés, quoi, si j'ose dire. Alors, Ouais, ça Théo, faut. euh, est-ce qu'il y a un lien, enfin, ouais, salut Théo, c'est Nico. Est-ce qu'il y a un lien entre enfin, l'école des Chicago Boys et l'économie autrichienne? Est-ce que c'est des écoles de pensée un petit peu économiques, enfin, c'est des doctrines un peu compatibles ou alors c'est séparé? Alors, en fait, faut voir que tout ça, c'est un spectre, hein. On peut mettre d'un côté les décroissants et les marxistes, tout au bout du spectre, et de l'autre côté du spectre, les Autrichiens, d'une certaine manière, dans la mesure où c'est eux qui sont les plus pro-laisser-faire. Et au milieu de ça, on va avoir des gens qui sont un peu plus proches des Autrichiens, comme effectivement les Chicago Boys. Donc les Chicago Boys, on les appelle comme ça du fait de l'université de Chicago. Et donc le père de cette école, c'est un économiste qui s'appelle Stiglitz. Et non, pardon, je dis n'importe quoi. Excusez-moi, c'est Frank Knight. Et son disciple le plus célèbre, c'est un gars qui s'appelait Milton Friedman. Et c'est lui essentiellement qui a rendu l'école de Chicago très célèbre et les Chicago Boys très célèbres, notamment dans les années 70. Et il y a des discours qui sont similaires. C'est-à-dire que, par exemple, si on écoute Milton Friedman, c'est quelqu'un qui s'est battu contre les déficits, qui considère que l'inflation est un mal énorme et qui trouve sa source dans la création monétaire, comme les Autrichiens. Euh, donc il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. C'est-à-dire que, par exemple, les Chicago Boys, sur la question de la politique monétaire, eux, ils vont avoir tendance à dire qu'il faut que la politique monétaire ne soit pas discrétionnaire et dirigée par le gouvernement en fonction de besoins politiques, mais il faut que la masse monétaire évolue à la même vitesse que la production économique. Donc, d'une certaine manière, ils sont plus pour une forme d'inflation qui est mesurée, qui est maîtrisée, etc. Mais ils sont quand même pour l'inflation. Là où les Autrichiens répondraient à ça, non, la quantité de monnaie dans une économie n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que les prix soient fiables et donc qu'il y ait le moins de variations endogènes, c'est-à-dire de variations des prix qui soient liées à la variation de la masse monétaire elle-même. Donc, pour pas faire une réponse de 2 heures, ils sont plus compatibles que quasiment toutes les autres écoles d'économie, mais il y a quand même des différences fondamentales sur des sujets qui sont assez cruciaux. Est-ce qu'on a un exemple d'économie autrichienne qui a été appliquée à une certaine envergure et avec des résultats derrière? Ouais, en gros, tu regardes à peu près tous les pays occidentaux entre 1850, 60 et 1914, on est quasiment dans un monde autrichien. C'est-à-dire que l'or sert de monnaie mondiale, les gouvernements sont très réduits et ont une influence très faible sur les mesures économiques, sur la vie économique. Pour vous donner une idée quantitative, hein, le poids du gouvernement français dans l'économie au début du XXe siècle, c'est 5% du PIB, là où aujourd'hui on est à peu près à 65%. Et c'est assez similaire en Angleterre à la même époque, c'est assez similaire dans quasiment tous les pays occidentaux. C'est le cas aussi aux États-Unis. Les États-Unis au 19e siècle, du fait de leur constitution politique, ont un système de free banking, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque centrale. C'est chaque banque qui finalement est soumise au risque de la faillite si elle fait trop de création monétaire. De la même manière, il y a une époque en Écosse qui s'étend à peu près du milieu du XVIIIe siècle jusque presque à la fin du XIXe,
où il n'y a pas de banque centrale non plus, et où il n'y a quasiment aucune régulation bancaire, tout ça est administré par une sorte d'ordre émergent, comme dirait Hayek, c'est-à-dire par la concurrence des banques entre elles et le fait de gagner la confiance de leurs clients en ne créant pas trop d'inflation. Et effectivement, dans ces époques-là, alors il y a toujours certaines fixations de prix parfois, il y a toujours certaines mesures qui limitent la liberté économique, mais c'est tellement moindre par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas de relance par le déficit, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de fixation des taux d'intérêt. Les gens sont libres de nouer quasiment les contrats. On a des monnaies apolitiques, l'or. Donc, c'est des époques qui sont, moi, à mon avis, aussi autrichiennes que la réalité ne le permette. Et qui, je trouve de manière très intéressante, sont parmi les époques où on connaît la plus grande croissance, le plus grand avancement de la civilisation, et pas que d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que c'est des époques où on voit qu'effectivement, il y a un développement de la qualité de vie multidimensionnel, à la fois dans les arts, la civilité, les relations humaines, l'esthétique. On n'est pas dans une sorte d'hyperconsumérisme comme on a aujourd'hui, où finalement on file juste des bouts de plastique aux masses grâce à la capacité de production, tout en leur empêchant d'avoir des libertés, tout en empêchant l'invention, l'entrepreneuriat, etc. C'est à ces époques-là, par exemple notamment à ce qu'on appelle la Belle Époque, entre 1870 et 1915 et 1914, qu'on invente en gros les médicaments modernes, la pénicilline, la photographie, le cinéma, l'aviation, qu'on achève le développement des chemins de fer, la chimie moderne, et j'en passe. Et même en termes de production artistique, culturelle, etc. Je parlais de la Société de Vienne tout à l'heure, mais certaines des plus grandes œuvres littéraires, scientifiques, artistiques, etc., de l'époque moderne, c'est-à-dire, on va dire, depuis la Révolution française et la Révolution anglaise, se déroulent à cette époque. Et est-ce qu'on peut dire justement que je sais pas, mais est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin, finalement, c'est ce qui peut permettre à l'économie autrichienne de passer à l'échelle? Justement, moi je suis absolument convaincu que ça, c'est-à-dire que la résistance à la censure de Bitcoin et l'immuabilité de son protocole et de sa politique monétaire est une expérience grandeur nature qui va probablement nous conduire, une fois arrivé à son terme, ce qui encore une fois pourrait prendre plusieurs générations, mais peu importe, à une sorte de nouvelle belle époque. Ouais, 200. Ouais, salut à tous. Moi, je débarque juste là, mais c'était pour rebondir aussi sur la question de Laurent, puis ce que tu viens de dire, Nico. En fait, avant Bitcoin, l'implémentation la plus proche de l'idéal autrichien, c'était l'or. Et en fait, il y avait une limite technologique et une limite technique et physique à l'or que Bitcoin, en fait, a effacé. Et donc, en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec Bitcoin, qui est une implémentation la plus crédible et la plus proche de la perfection des principes d'économie autrichienne. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que l'économie autrichienne revient sur le devant de la scène et que Bitcoin en fait est en train de remettre l'économie autrichienne au centre du village, quoi. Parce que l'or en fait était moins divisible. Donc, imaginez payer, je sais pas moi, un bout de pain avec des miettes d'or. Et c'était aussi assez coûteux de diviser l'or et assez coûteux aussi de le réagréger, parce qu'il faut utiliser des fonderies, il faut pouvoir le peser, il faut pouvoir vérifier la pureté du métal, etc. Et là où Bitcoin excelle, en fait, c'est au niveau de la divisibilité, au niveau du transport, parce que Bitcoin, il est inerte au temps, mais aussi inerte à l'espace. Et là où l'or n'était pas inerte à l'espace. Et du coup, Bitcoin, en fait, il se retrouve dans une position moi, j'aime bien dire ça, après, je sais pas si tout le monde est d'accord, mais je considère Bitcoin comme un surensemble de l'or. Et on se retrouve du coup dans une configuration où Bitcoin représente l'implémentation la plus proche de l'idéal autrichien. D'où le fait d'avoir des principes d'économie autrichienne qui reviennent sur le devant de la scène, quoi.
Et donc, en fait, pour moi, à l'époque, c'était surtout un frein technologique avec l'arrivée de l'économie de consommation. Et du coup, on n'était pas capable de pouvoir dépenser des pouillèmes d'or et de pouvoir réagréger l'or et de pouvoir le transporter si facilement. D'où la création des monnaies fiat et donc après de l'accaparation des politiques sur l'économie réelle. Et du coup, bah, Bitcoin, lui, permet de faire tout ça tout en gardant l'aspect dur de la monnaie. Voilà. Ouais, c'est très juste ce que vient de dire De Sang. Le problème de l'or, effectivement, c'est qu'il est coûteux à transporter et qu'il est difficile à vérifier, contrairement à Bitcoin. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé historiquement, c'est que pour des raisons de vendabilité temporelle, dirait Saïf, c'est-à-dire pour permettre des transferts rapides et peu coûteux à grande échelle, l'or a eu tendance à se concentrer dans les coffres des institutions financières et on a eu recours à un registre par-dessus qui permettait de faire transférer de l'or par débit et crédit, donc que ce soit des bouts de papier, des chèques, des ordres de virement par télégramme ou par radio ou autre, etc. Et donc, en fait, cette concentration de l'or, quelque part, a permis aux institutions financières et au gouvernement de s'extirper de la discipline qu'il imposait parce qu'ils ont pu émettre beaucoup plus de titres papier représentant de l'or physique qui n'existait pas. Et à mon avis, c'est aussi quelque chose que les bitcoiners doivent garder en tête. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles not your keys, not your coin, déjà c'est important à l'échelle individuelle, parce que c'est comme ça que vous n'allez pas vous faire rug pull ou que vous n'allez pas avoir un problème si jamais il y a un exchange qui se fait voler, qui fait faillite ou je sais pas quoi. Mais une des autres raisons pour lesquelles c'est important d'avoir ces clés et de faire sa propre custody, c'est parce que finalement, si on veut que Bitcoin serve d'unité de compte fidèle et qui price réellement les choses, il ne faut pas qu'on se mette dans la situation où les institutions financières du monde Bitcoin puissent quelque part avoir recours au même expédient, c'est-à-dire d'émettre du Bitcoin papier plus que ce que ne leur permettent leurs réserves. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la plupart de ces institutions ne donnent pas des preuves de réserve. Donc, si on achète tous du Bitcoin et qu'effectivement on va to the moon et tout, c'est vachement bien, mais qu'il n'y a pas d'auditabilité et que finalement ils peuvent créer du Bitcoin par des ETF futures, par du Bitcoin papier de formes diverses et variées, on va se retrouver avec le même problème qui a existé à l'époque de l'or. Et si on mettait fin à ce premier épisode, Théo, école autrichienne d'économie, ça fait quoi, 1h15 là qu'on y est? Ouais, Grosse couverture déjà de pas mal de sujets. Ouais, quasiment. Attends, je vois qu'il y a des demandes qui arrivent. Bah, il y a au moins Psyduck qui venait demander la parole. Bah, je vais juste lui laisser poser sa question ou faire sa remarque. Et puis, effectivement, on va remballer bientôt. Ouais, salut à tous. Vous m'entendez? Oui, Ouais, super. Déjà, merci beaucoup Théo pour le cours que tu viens de faire. C'était super intéressant. Le format, il est top. J'avais deux petites questions. Tout à l'heure, tu parlais du poids du PIB de l'État. Est-ce que tu ne penses pas aussi que le PIB est si élevé en France par rapport à la méthode de calcul qui est différente du secteur privé? Et deuxième question, tu as parlé vite fait de la masse monétaire constante. Il y en a qui peuvent penser que parce que la population augmente, il faut augmenter la masse monétaire. Alors, est-ce qu'il faut une masse monétaire constante par habitant de la Terre, entre guillemets, ou par habitant de la zone économique, ou une masse monétaire constante au total? Voilà, merci. Non, en fait, je vais pas te faire tout le raisonnement là maintenant parce qu'effectivement, ça nous prendrait trop de temps. Mais en réalité, à mon avis, c'est absolument, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'avec n'importe quelle masse monétaire, à partir du moment où elle est suffisamment divisible, tu peux faire marcher une économie, même avec une explosion démographique, etc. Ce qui ne veut pas dire que la démographie n'a pas d'impact sur les phénomènes économiques, mais on n'a pas besoin de se dire ah tiens, il faut quelque part asservir le rythme d'émission monétaire à la variation démographique. Et pour la question sur la mesure de calcul du PIB, oui, il y a un peu de ça, mais c'est essentiellement surtout un changement du rôle de l'État et de sa nature. Faut bien voir qu'à l'époque, l'État ne s'occupait pas notamment en France, de l'énergie, des transports, de l'éducation. Essentiellement, il avait des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire qu'il s'occupait de la diplomatie, de l'armée, de la police, des tribunaux, et pour le reste, il pouvait gentiment aller se faire voir. Ok, super, merci.
Pour ceux que ça intéresse aussi, sur juste très rapidement, avant qu'on se quitte, sur la question de Bitcoin et du rapport à l'économie autrichienne, j'avais écrit un article il y a 1 an ou 2, quelque chose comme ça, sur le lien entre les deux. Je viens de le tweeter, si jamais vous voulez aller voir. Il est disponible du coup sur mon Twitter. Du coup, si c'est tout, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup en tout cas à tous d'être venus et puis d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et tout. Pareil, si vous avez des feedbacks à nous faire sur le format ou autre, ou même des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un DM à moi ou à Thibaut, plutôt à moi je pense, parce qu'il est très occupé en ce moment. Et en tout cas, vu qu'on a eu pas mal de monde et tout, et que j'ai l'impression que ça intéressait certains, je pense qu'on va continuer. Et du coup, on publiera un horaire pareil pour refaire un space la prochaine fois et pour continuer finalement à investiguer ces concepts de l'école autrichienne d'économie et un peu mieux comprendre ce qu'ils ont à nous expliquer, à la fois sur l'économie, sur Bitcoin et tout ça. Encore merci à tous. Un grand merci Théo, j'ai beaucoup appris ce soir. Merci à tous et à très bientôt. Merci Théo. Merci Théo, à plus.